une pathologie moléculaire bien efficace, il faut d'abord il y a quelques paramètres qui jouent un très grand rôle pour la personnalisation de médecine. Et ces facteurs-là jouent un très grand rôle, que ce soit l'évaluation de la pathologie moléculaire, des gènes qui sont responsables de cette maladie, du cancer, dont on parle, et à la fin, on aura vraiment, chaque personne, chaque patient aura sa thérapie bien indiquée, bien déterminée et en plus précise. En passant par la biopsie, pour le biologiste, en passant par la biopsie, il y aura ce qu'on appelle la coloration HE. La coloration HE, c'est grâce à la pathologie qu'on pourra qui va désigner le côté tumeur du côté non tumeur. Et auparavant, quand on a la paraffine, on a le bloc, on a la lame, on isole l'ARN et l'ADN de toute la lame. Et maintenant, ce n'est plus le cas. Il faut macrodissecter. Macrodissecter, c'est-à-dire, il faut faire la différence entre la tumeur elle-même où elle est placée et tout le micro-environnement de la tumeur. Et vous allez voir que même dans le screening de mutation, il y a une certaine différence. Bon, je ne parle pas ici de la microdissection qui engendre et qui en a besoin d'un grand appareil pour bien déterminer, mais on parle de la macrodissection qu'on a fait avec l'EEM binoculaire. Bon, c'est réalisable même dans chaque laboratoire, même ici. Et par la suite, quand vous le constatez ici, il y a la coloration qui s'est faite, il y a la tumeur qui a été désignée ou bien déterminée par notre pathologiste, et après il y a ce qu'on appelle encore un autre coup, et après il y aura la régénération ou bien l'utilisation ou bien l'extraction de l'ADN et de l'ARN. Et vous savez, et là c'est la coupe qui a été macrodissectée, rien qu'avec un scalpel et un binoculaire. Ok? Il y a ce qu'on appelle aussi le micro. Imaginez dans l'avenir, ou en Europe, ça c'est tous les chercheurs, on aura vous imaginez qu'il y a une pièce, qu'il y a la tumeur qui est dans la paraffine, et il y a un microdissecteur, c'est informatisé, où il touchera vraiment la première cellule mutée, si on aura la chance de le faire, et aussi faire la différence entre les cellules mutées et les cellules qui sont à côté, et quel est le screening entre les mutations qui diffèrent de la tumeur mère, ou la cellule mutée en premier, et de l'environnement, et bien sûr passer à ce qu'on appelle le séquençage, ou passer à des analyses moléculaires de haute qualité pour bien déterminer tout un profil de ce patient en ce qui concerne ses génétiques, instabilité génétique qu'il a. Donc, le premier, je vais vous donner quelques exemples pour bien préciser cette conférence. Et quand on a imaginez le premier cas, je prends un peu l'exemple de la clinique, de la chirurgie et de la tumeur elle-même, et ce que le professeur Robert a dit au début, d'une manière générale, comme information. Maintenant, essayez de vous rappeler de ce que le professeur Robert a dit, et essayez de l'utiliser. Vous avez une tumeur, et vous comprenez qu'est-ce qui se passe dans l'ADN, et quelles sont les molécules, la pathologie moléculaire qui a engendré cette tumeur. Dans le premier cas, on a un côlon, on a une tumeur du côlon, on a le IGF récepteur, qui est le récepteur, et s'il est muté, ça va développer cette tumeur-là, et vous allez voir qu'on aura deux différents, et même le pathologiste va nous faire il va voir deux différents diagnostics. L'histologie est déjà différente, bien que ce soit un côlon, un cancer de côlon. Et là, la biologie moléculaire, ou bien la pathologie moléculaire joue un rôle. Pourquoi il y a cette différence et quels sont les gènes qui ont été touchés par cas numéro 1, cas numéro 2. Et prenons le cas numéro 1, dont le professeur Robert a déjà rencontré, il s'agit de gènes qui ont été touchés. Donc, le premier gène dont on parle, généralement, c'est toujours le récepteur, parce que c'est lui qui ouvre les portes dans la cellule. Donc, on commence par le premier diagnostic, c'est qui est le IGF récepteur. Et le IGF, une fois quand il est activé, il est phosphorylé, et après, il engendre d'autres activations de d'autres gènes, ce qu'on appelle downstream, qui sont après, en deuxième partie, ou deuxième time, temps. Et je m'excuse parfois, le français me laisse en panne, alors je suis obligée
c'est échappé, mais je reste en anglais, je ne vais pas utiliser l'allemand. Et là, et s'il y a, et le problème, c'est que si le IGF récepteur n'est pas muté, je ne dois pas donner la thérapie anti-IGF récepteur. C'est mauvais. Il ne va pas guérir, il va mourir. Parce que les mutations non secondaires, ce sont qui ont été touchés. Donc, c'est tout un profil de génétique, c'est tout un profil de mutation, de test de mutation, IGF récepteur, le CARAS, le BRAF. Et imaginez dans chaque mutation, dans chaque patient et chaque tumeur, on pourra faire un profil génétique pour pouvoir guérir. Et c'est ça la médecine, la précision. C'est ça la thérapie ciblée, c'est ça. Il a un IGF récepteur muté, on donne l'anti-IGF récepteur. Il a les CARAS, on lui donne pas l'anticorps anti-IGF. Ok? Pour bien préciser. C'est ça là. Et en deuxième cas, on a le deuxième cas dont on est parlé. Donc, quand on a le deuxième cas, c'est une autre. Et là, c'est le clinicien. On a besoin d'un clinicien. C'est le biologiste et le médecin travaillent en parallèle au laboratoire, généralement. Et le deuxième cas, c'est parce que l'histologie est différente et parce que peut-être, comme débutant, vous allez faire des tests de IGF récepteur, mutation et de CARAS, mais c'est coûteux pour le laboratoire. Le chef va vous dire non, pourquoi vous avez fait ça? On ne le fait pas parce que dépend de l'histologie que le pathologiste, grâce à le pathologiste, on pourra désigner. Il va, et les données ou les paramètres cliniques et les paramètres cliniques du patient sont très importants. Dans ce cas-là, il s'agit peut-être de quelque chose d'héréditaire. Il ne s'agit pas d'une mutation qui s'est acquise à partir de l'âge. Donc, les gens qui sont jeunes touchés par le cancer, c'est pas comme les gens qui sont âgés. Les gens qui sont âgés, c'est l'engendrement de mutations avec l'âge. Mais les gens qui sont jeunes, c'est peut-être congénital, c'est peut-être héréditaire, c'est peut-être. Alors, on passe et on aura besoin d'un clinicien à côté de nous pour former pour bien préciser. Alors, gagner du temps pour l'histologie, déterminer bien l'histologie, gagner du temps avec les informations du clinicien, on pourra bien précisément aller à d'autres gènes. Dans ce cas-là, c'est le LHA et le MSH. Excusez-moi. Alors, ce sont deux gènes qu'on ne voit par immunohistochimie. Mais ce ne sont pas ces gènes-là qui sont mutés comme le IGF récepteur. Ce sont d'autres gènes. Alors, ces gènes-là jouent un très grand rôle dans la réparation, réparer l'ADN. L'ADN est tout le temps en coupure, tout le temps en stress, stressant, les situations stressantes. Donc, il y a un mécanisme, heureusement, il y a un mécanisme naturel, comment réparer l'ADN se répare par elle-même. Et pour la réparation de cet ADN, on aura ces gènes-là, le MLH1 et le MSH2. Ce sont deux gènes qui font de sorte que la coupure se fait, l'ADN qui est mal placé dégage, et il y aura le remplacement de notre ADN qui est plus en bonne santé, si on peut dire ça. Okay? Alors, vous savez que par un cas de colon-carcinome, l'histologie est différente, la pathologie moléculaire est automatiquement différente. C'est très important de voir déjà dès le début, de bien ouvrir notre tête, ou bien l'imagination, et faire tous les cas sérieux. Et qui sait, peut-être qu'il y aura d'autres cas, en troisième cas, que dans quelques années, on présente à l'espoir cas, quatrième cas, troisième cas. Okay? Et c'est le même cas dans le cancer le cancer du sein. Et dans le cancer du sein, c'est pas une mutation du tout, c'est une hyperunification. Le gène s'amplifère, tout le gène s'amplifère. Il y aura une activité du gène, mais pas due à une mutation. Ça aussi, c'est important dans la pathologie moléculaire. Quel est le mécanisme moléculaire derrière ce changement pathologique qui engendre et qui cause une tumeur à la fin? Et bien, c'est le même principe. Et si on comprend une fois le principe, on va le comprendre dans chaque tumeur solide. Je donne des exemples de quelques tumeurs pour que c'est bien que l'étudiant et que le résident et que le médecin et le biologiste aussi, dès la première, dès qu'il a la coupure, dès qu'il a une orientation. Donc, et ça parce que vous pensez à l'argent, vous pensez que c'est coûteux, et tout le monde est autant aussi pour faire un diagnostic moléculaire très vite, très précis, et après désigner la thérapie pour ne pas perdre du temps, et aussi de l'argent, une fois on a tous les cas qui se présentent devant nous. Et c'est le même cas, mais seulement dans ce cas-là, c'est toujours la cascade, la prolifération cascade qui joue un très grand rôle, dont le professeur Robert en a parlé, et ou bien c'est le cas jeune, où il y a
un gène héréditaire qui est muté. Dans ce cas-là, c'est BRCA1. C'est BRCA1, BRCA1 et 2, BRCA1 et le test, ce n'est plus le séquençage, ce n'est plus macro-dissecter, isoler l'ADN et voir. Là, c'est un autre test. C'est hybride, c'est voir combien il y a de chromosomes qui nous donnent un résultat ou qui fluorescent avec la méthode, c'est le fluorescence hybridization. Et c'est in situ hybridization, c'est qu'il s'agit peut-être entre parenthèses, on marque l'ADN avec une sonde qui fluoresce et on fait hybrider avec notre coupe. Et là, quand on a des points qui fluorescent avec le microscope, on a de fluorescence bien sûr, on pourra désigner l'amplification de ce gène et dire, bon, c'est dû à hyperamplification de HER récepteur, et après le HER récepteur, désigner la thérapie anti-HER récepteur. Ok? Et la même chose pour le poumon. Alors pour le poumon, il y a un test qui se fait. Le cancer du poumon a deux causes. Soit il y a le IGF récepteur, je ne rentre pas dans le détail, il y a des cas spéciaux, il y a des cas qui sont aussi rares, où il y a d'autres limitations, donc c'est à nous, en biologie, c'est aussi aux médecins, de découvrir et peut-être que la population algérienne elle-même a d'autres cas qui ne sont pas les mêmes en Europe. Et faire une comparaison, on a fait une étude immunologique, sera intéressant de voir quels sont les gènes qui ont et quel genre de mutations liées peut-être à la race, ou liées à le côté environnement, ou le côté alimentaire. Et alors il y a le IGF récepteur, dont les collègues ont parlé déjà dans la matinée. Et s'il est positif, c'est anti-IGR. S'il n'est pas positif, il y a bien sûr le séquençage, il y a on désigne anti-IGF récepteur. Mais s'il y a la translocation qui engendre aussi des éléments de poumon, et là c'est votre connaissance. Il faut bien préciser au début K1, K2, K3, donc, et être un peu plus intelligent. A fait quand vous avez affaire à une tumeur en mulin ou une coupe ou un blanc de parasite. Et quand c'est la translocation à un ALK, donc il faut bien. Et cette translocation, c'est-à-dire deux chromosomes ou deux gènes sont translacés dans un endroit. Et bien sûr, la sonde, quand j'ai parlé avec la fluorescence hybridization technique, c'est bien de la sonde pourra détecter le premier et le deuxième en même temps. Et quand on a des signaux dans la coupe, on pourra dire que c'est la translocation. Donc ce n'est pas la peine de donner ce patient le EGF récepteur, anti-EGF récepteur en thérapie. Bon. Et là, justement, voilà, mes collègues grâce à la pathologie moléculaire, et on pourra désigner une thérapie ciblée qui est aussi sur le marché, et ça dépend de la vous savez, ici il s'agit de la tumeur mammaire ou du sein. Alors quand c'est HER2 récepteur, ce n'est plus le BRCA1 et tout. C'est différent, donc la thérapie va être différente, on sera plus précis en attaquant ou bien en luttant contre le cancer. Ça, maintenant, je passe à la deuxième. J'espère que le temps arrive. On est bien avec le temps ou... Ah oui, d'accord. Alors, je vais dire, en général, là, j'aimerais bien jeter un coup d'œil sur la partie 2. C'est, malgré qu'on arrive à développer la biologie moléculaire, et c'est notre devoir de le faire, pour bien préciser la thérapie et le diagnostic, il y a toujours un échappement. Il y a toujours la tumeur, elle est plus prudente que nous, elle est plus intelligente que le traitant, le médecin ou le biologiste qui la teste. Alors, les cellules sont toujours en train de chercher des mécanismes d'échappement à cette thérapie. Et je vais en parler de quelques-uns, mais le plus principal qui est maintenant à la mode, et tout le monde s'intéresse, et j'aimerais bien donner une idée sur ça, parce que c'est vraiment la mode dans la recherche scientifique, c'est ce qu'on appelle les cellules cancéreuses, souches cancéreuses, je ne sais pas si c'est cancer stem cells.
Beaucoup de gens peut-être ne vont pas accepter ce mot stem cell, parce que qui dit stem cell dit régénération. Vous avez une cellule souche, elle vous dans le muscle, elle vous dans le corps, elle vous dans le foie, on ne parle pas de ça. Le principe de la régénération de la tumeur, et c'est les stem cells qui sont responsables en cas de métastase, responsables de reprogrammer la tumeur. Et si elle s'est échappée au système nerveux, ou à moelle osseuse, ou au foie, c'est un environnement qui est complètement différent. On avait affaire à une tumeur à la prostate, maintenant elle est à la moelle osseuse. Oulala. Donc, c'est vraiment une catastrophe. On n'arrive pas à l'identifier parce que le micro-environnement est complètement différent. J'avais affaire à des cellules de basal et de laminal au prostate. Maintenant, j'ai affaire aux cellules osseuses. B cells, sont des cellules prégéniteurs, du sang. Donc c'est complètement différent. Alors, il vaut mieux attaquer l'ennemi au début, là où il est né, avec la pathologie moléculaire, et essayer de comprendre les mécanismes d'échappement de ces cellules-là. Alors, je vais en parler un peu de cancer stem cells, ou les cellules cancéreuses. Et le mot, on a utilisé ça pour le cancer, c'est parce qu'il est régénérable. Il va renaître, que ce soit dans un autre organe, il s'agit de la métastase en ce cas, ou bien après qu'on traite, et on l'aura plus agressif. C'est comme si on en a provoqué une certaine résistance avec la première thérapie, et maintenant on a affaire à un ennemi qui est plus dangereux, et on n'arrive pas, les cliniciens n'arrivent pas à le reconnaître. Et toutes les études qu'on a fait au labo, pour ça, c'est comme une énigme. Alors il faut être préparé et penser à traiter davantage ou à développer des thérapies bien ciblées anti-cellules cancéreuses souches dans ce cas-là, dont la procédure est à mon avis, il n'existe pas encore des cellules thérapie anti-cancer stem cells. On est en train encore de les identifier, de les caractériser, de savoir comment elles fonctionnent afin de les bloquer. Et imaginez, vous avez la première thérapie, et après, le problème qui existe maintenant, c'est une idée générale de la cancer stem cell, mais vous pouvez le trouver dans n'importe quel livre académique. Ce que je veux dire, c'est que peut-être que je dirais un mot, mais je préfère laisser vous informer sur la thérapie vraiment anti-stem cells, cancer stem cells. Et dans ce cas-là, il y a ce qu'on appelle les classiques. Dans le développement de la cellule, dans les cellules souches, il y a toujours une cellule qui différencie. Et la cellule souche, elle a la capacité de différencier à d'autres cellules. Et c'est la même chose, le même principe, plus ou moins. Il n'est pas identique, mais il y a une certaine ressemblance dedans. Et la ressemblance, c'est que les stem cells sont rares dans la tumeur. Elles sont protégées par les cellules différenciées. Ce sont des cellules qui sont muettes. Ce sont des cellules qui n'ont pas grande activité. Ils ont quelques gènes, stem cells, genes. C'est ce qu'ils expriment, et pas d'autres. Et c'est tout. Ils ne font pas une certaine activité comme l'environnement ou comme les cellules tumeurs différenciées tout autour. C'est-à-dire, ils laissent le travail aux esclaves, après avoir colonisé l'endroit, et ils prennent en charge la tumeur en cas de stress, en cas de thérapie, en cas de dérangement extérieur. Dans ce cas-là, c'est la radiothérapie, la chimiothérapie, et même parfois, peut-être que la thérapie ciblée dont on parle, et après il y aura d'autres mécanismes parce que la cellule ne fait pas un seul pathway ou une cascade de régulation. Il y a plusieurs pathways qui s'activent ou qui se démarrent dès qu'il y a une action de stress. Et les modèles, bon, là c'est comment les cellules se divisent. C'est une slide vraiment pour les séminaires de doctorants. C'est pour ça, vous pouvez le trouver comme ça. Et après, je passe au plus là. Le message dont je veux vous donner, c'est que il faut considérer. Au début, j'ai parlé de la lame, j'ai parlé du bloc, après j'ai parlé de la coupe.
afin d'isoler l'ARN, de la macrodissection, de la microdissection, peut-être on va venir, Inch'Allah, pour avoir une thérapie précise. Mais je veux que tout le monde, je veux bien que, surtout les doctorants, pensent à ce que la tumeur, ce n'est plus une lame. La tumeur, c'est tout un... Observez ça en 3D. La tumeur, c'est tout un ensemble de cellules qui travaillent, que ce soit la cellule qui est mutée, qui commence le travail, après le recrutement des cellules fibroblastes, fibroblaste veut dire renforcement, stabilité. Alors imaginez, peut-être que vous avez déjà écouté ou bien entendu ou bien lu le mot CAF, ça s'appelle Cancer Associated Fibroblasts. Ce sont des fibroblastes associés au cancer. Elles étaient normales, elles n'ont pas de mutation dont on a tout le temps parlé. Elles n'ont pas de mutation, mais elles sont les esclaves de cette cellule épithéliale mutée. Donc, la tumeur mutée ou les cellules mutées relaxent. Et c'est le partout, c'est le pourtour, c'est l'entourage qui fait. Et c'est la même chose. Vous aurez une idée sur la tumeur. Il y a les cellules qui sont épithéliales, il y a ce qu'on appelle stroma. Et stroma ou stroma cells, ce sont principalement, généralement, concentrés ou bien présentés par les cancers associés à fibroblastes. Il y a aussi des macrophages liés à la tumeur, c'est ce qu'on appelle macrophages associated, tumor macrophages associated. Il y a aussi l'immunité, elle aura une certaine immunité, tout ce qui est T-cellules, tout ce qui est NK cellules. Pourquoi il y a les macrophages qui sont associés aux tumeurs? Parce que, et ça c'est très important dans la thérapie, l'immunothérapie plus tard, si on comprend ce principe. C'est-à-dire que ces cellules-là mutées recrutent les macrophages. Et les macrophages, quel est leur rôle d'abord? C'est de recruter après les NK, les cellules killer cells. Il n'y a pas de macrophages, il n'y a pas de killer cells qui viennent et attaquent. Alors, il recrute ces macrophages, et là, on a un problème qui est, et dès qu'il y a une NK cell, on ne peut pas y arriver, et après, il y a aussi T-cells, mais quand je rentre dans T-cells thérapie, c'est plutôt les antigènes de la tumeur qui bloquent comme PD-L1, je ne sais pas si vous en avez parlé, vous en avez déjà vu, et ça joue la prévalence. Considérez la tumeur comme un complexe en 3D, afin de voir, il y a bien sûr des étudiants ou des doctorants qui s'intéressent à la cellule mutée, il y a d'autres qui s'intéressent peut-être à l'entourage, il y a d'autres qui s'intéressent aux cellules immunitaires qui ont changé leur identité, on ne les reconnaît plus, donc ils ne sont pas à la hauteur ou bien à la disponible à attaquer notre cellule tumeur. Et je vais en parler de ces cas puisque j'en travaille dessus. Et les CAF sont généralement, comme je viens de le dire, alors ces CAF-là, ce sont des cellules normales. D'abord, elles étaient normales, elles n'ont pas de mutation quand on parle de CAF. Généralement, je n'ai pas encore vu d'articles parler de CAF mutation. Peut-être qu'il existe, mais c'est secondaire, ça ne peut jamais être primaire. Alors, elles recrutent, et quand il y a ce qu'on appelle crosstalk, et ce crosstalk, c'est une communication intercellulaire. C'est-à-dire que la cellule mutée, là, c'est les CAF. Il y a le TGF, il y a le interleukine, il y a le HGF, c'est epidermal. Il y a le Wnt pathway, je ne sais pas si vous en avez parlé, c'est vraiment très répandu dans la tumeur, dans les cellules, dans les tumeurs. Il y a ce qu'on appelle des cytokines, comme CCL1, CCL2, CCL12, c'est très important aussi dans ce cas-là. Alors il y a la tumeur qui active des gènes et qui active des cytokines. Et ces cytokines-là recrutent ces fibroblastes. Et ces fibroblastes sont donc plus reconnus comme des fibroblastes normales. Ce sont des fibroblastes qui sont associés. Et c'est pour ça le nom CAP, Cancer Associated. Alors il y aura un certain comment se développer, je ne parle pas de métastase, mais seulement d'abord primaire. Tout ça se passe primaire d'abord. Hein. Dans la métastase, je dois agir. Et là, c'est l'origine de ces cas. Et c'est les marqueurs qu'on utilise. Ces marqueurs-là, il y a un problème aussi dans l'histologie, dans la pathologie,
la PAC, comme vous l'appelez, parce qu'il n'y a pas de marqueur bien défini de CAF. Il y a seulement une hyper-expression de certains marqueurs que vous les trouvez aussi dans les normaux. Mais c'est la comparaison entre les cellules normales, les CAF, des fibroblastes normales et des fibroblastes associés au cancer. Et là, je rentre un peu en détail de ce que Dr Robert a présenté le matin, c'est l'évasion, l'échappement pour la métastase. Et là c'est notre tumeur primaire. Une cellule, elle a besoin de l'autre. Si je prends une cellule, peut-être elle meurt. Elle a besoin de ce contact intracellulaire, cellule-cellule. Mais dès qu'elle s'embarrasse, dès qu'elle développe des mécanismes, des pathways ou des cascades de régulation pour être autonome, indépendante, c'est cette cellule-là. Et elle a l'air d'être fibroblaste. C'est plus la forme d'une cellule épithéliale. La forme, elle a complètement. Donc, je n'ai pas besoin de voisine, je n'ai pas besoin de voisine protectrice, j'ai besoin de moi-même, je vais sauter et partir. Et je ne sais pas si la tumeur elle-même n'aime pas ce mécanisme. Ce mécanisme s'appelle EMT, c'est Epithelial Mesenchymal Transition. C'est une transition épithéliale mésenchymienne. Et elle est aussi réciproque. C'est-à-dire qu'on peut faire réduire les gènes, on peut stopper ces gènes-là et faire la rendre. Et ça, je ne peux pas vous dire si c'est primaire après avoir fait le retour, si c'est vraiment épithélial, s'il y a une certaine. C'est une question qui m'est arrivée maintenant, mais c'est irréversible. Et la EMT, c'est un phénomène qui est très important pour l'échappement et pour métastase. Alors, là, comme je répète encore une fois, la tumeur elle-même ne veut pas s'embarrasser. C'est-à-dire, la tumeur elle-même est contre la EMT. Qu'est-ce qu'elle fait? C'est pour ça que j'ai donné de voir la tumeur en 3D. C'est-à-dire, le micro-environnement est très important. Tout vient aussi du micro-environnement. La cellule, ces cellules-là, ou la tumeur primaire, n'aime pas s'embarrasser de ces cellules. Elle ne les laisse pas. C'est-à-dire, elle est contre la métastase. Bien qu'elle se métastase. Comment ça se fait? Alors, il y a un signal, je ne sais pas si, il y a un phénomène qui s'appelle anoikis. Anoikis, c'est un phénomène de cell death. Les cellules meurent. Ah bah, anoikis, il est anti-tumeur. Parce que la tumeur, quand elle comprend ou elle soupçonne par les cytokines, je parle toujours de la cellule, de la communication intracellulaire. Donc, si elle soupçonne qu'une cellule fait la EMT, elle préfère la tuer par anoikis. Donc, la tumeur elle-même, elle veut pas partir. Mais ce sont des cellules qui sont résistantes à cette tumeur, à ce micro-environnement, et veulent s'échapper. Donc, imaginez si on arrive à désigner des drugs ou des thérapies pro-anoikis. C'est-à-dire, moi, j'élimine déjà le facteur de métastase. Et il y a beaucoup de thérapies qui sont sur le marché, et on essaie de désigner et de comprendre qu'est-ce qui se passe, parce que c'est indépendant des cascades, c'est indépendant, le signal ne vient pas d'un récepteur dans l'anoikis. Le signal vient vraiment de l'environnement. C'est la ECM, c'est le milieu, c'est la ECM, c'est extracellulaire matrice. C'est la matrice extracellulaire qui donne le signal avec des gènes qui sont, je cite quelques-uns, par exemple FAK ou SRC1. Ce sont des gènes qui règlent ou qui sont downstream après que cette ECM. Vous allez me demander quelle est la molécule qui fait ce signal. Bon, il y a beaucoup de molécules, il y a les métalloprotéinases, il y a les intégrines qui sont dans la ECM. Et les intégrines sont bien étudiés qui donnent le signal à l'anoikis. Si on comprend ce phénomène, la tumeur peut-être se suicide. En tout cas, elle se suicide, elle ne fait pas de métastase. Bon, le suicide, c'est autre chose. Mais elle laisse pas, elle bloque cette EMT. Alors, si on arrive à bloquer la EMT, en induisant un certain signal d'anoikis, donc on pourra faire de grandes choses pour les patients. Et un exemple de la EMT, on a des cellules primaires de prostate, qu'on a isolées au labo. C'est une tumeur de prostate, et moi, ma spécialité, c'est de tester les nouvelles drugs
on primary cells. So, les cellules primaires pour personnaliser et pour comprendre les phénomènes qui existent en 2 et 3D. Et c'est pour ça, je donne des exemples beaucoup de cellules, de culture cellulaire et de. Je pense que. Alors, je dois m'arrêter, mais c'est qu'un seul exemple de la IMP que les cellules commencent à se détacher. Et pour justement. Et ça, c'est pour par le glucose. Il y a le sucre. Je voulais parler du sucre et du métabolisme. Le métabolisme et le cancer, et il faut considérer aussi la tumeur ou le cancer comme une maladie métabolique. Peut-être qu'on se verra plus. Bonjour. On m'a demandé de vous présenter une communication sur les actualités de l'immunothérapie et dans le cancer bronchique de notre cellule. C'était une tâche qui était un petit peu difficile parce que je devais revoir les cours d'immunologie de l'extérieur, mais c'était très très intéressant. Donc pour commencer, pour ne plus tarder, donc comme vous le savez tout le monde, ça a été déjà présenté par le professeur Walcourt-Bertier, c'est qu'à l'échelle mondiale, le cancer bronchique demeure le premier cancer, un problème majeur de santé publique et dans le monde, avec des taux de mortalité qui sont très élevés et effrayants. Mais le tabagisme qui est un facteur, qui est le premier facteur qui est évitable, donc du fait de l'évolution de la consommation du tabac, on a vu ces dernières années qu'il y a une augmentation de l'incidence chez la femme et elle est en diminution chez l'homme. Et à partir des années 90, la mortalité s'infléchit chez l'homme et elle est en progression chez la femme. Donc c'est un cancer qui est évitable, qui est accessible à la prévention et malgré les progrès thérapeutiques, il demeure de pronostic péjoratif du fait du diagnostic qui est tardif. Donc, pour ce cancer, on a vu de progrès thérapeutiques énormes, donc à partir des années 70. Donc, au début, c'était uniquement les baisses supportifères, c'était les soins de support, sans chimiothérapie. Puis, il y a eu l'avènement du cisplatin, la chimiothérapie, qui a amélioré la survie, qui est passée de 3 mois, de quelques mois, à 7 mois. Et puis, il y a le concept du traitement isobidé, donc les cancers bronchiques ne sont plus traités de la même manière, donc il y a les cancers à petites cellules ou non petites cellules, et même les non petites cellules, ils étaient divisés en deux, les épidermoïdes et les non-épidermoïdes. Donc aussi on a vu l'avènement de l'ajout des anti-angiogéniques qui a aussi amélioré la survie, mais l'avènement des inhibiteurs de la tyrosine kinase qui a bouleversé la prise en charge du cancer bronchique et qui a vraiment amélioré la survie qui est passée à 30 mois, mais ce traitement qui n'est pas indiqué pour tous les malades. Donc, pas tous les malades sont éligibles à un TKI. Pourquoi? Parce que 39% des adénocarcinomes ne présentent pas d'addiction oncogénique. Donc, alors, ces dernières années, il y a la révolution, c'était l'immunothérapie qui a révolutionné la prise en charge thérapeutique dans le cancer bronchique avec une amélioration de la survie globale qui a dépassé les 30 mois. En fait, la relation entre le cancer et l'immunité, comme vous savez tous, êtes mieux placés, elle remonte à très très longtemps. Donc, c'était en 1909 que Paul Ehrlich qui a prédit que notre système immunitaire permet de contrôler la croissance carcinomateuse. Par la suite est venue la théorie de Burnet-Thomas en 1957. C'est la théorie de l'immunosurveillance. Donc, la cellule immunitaire, elle peut détecter la cellule tumorale et la détruire. Donc c'était ça le rationnel de l'immunothérapie, c'était ces deux théories. En plus de ça, on a remarqué qu'il y a eu une augmentation de la fréquence de cancer en cas d'immunodéficience, c'est le cas d'un certain nombre de Kaposi chez les patients HIV positifs, et même chez les patients qui sont transplantés, donc qui sont immunodéprimés, 40% de ces patients, 20 ans après, développaient un cancer. Donc aussi, il a été démontré dans une étude qui a été portée sur des patientes traitées pour un cancer de l'ovaire. Donc à l'histologie, on a trouvé qu'il y avait une corrélation entre l'infiltration lymphocytaire tumorale et la survie des patients. Donc plus il y a d'infiltration lymphocytaire, plus la survie elle était meilleure, comme le montre la courbe. Donc là, il y avait plus d'infiltration lymphocytaire. Donc la survie elle était meilleure avec un effet qui était très significatif.
Donc, ce schéma, vous le connaissez mieux que moi. Donc, la réponse immunitaire antitumorale, elle repose sur les mêmes principes que l'immunité antitumorale qui est dirigée contre un pathogène intracellulaire. Donc, on a les trois phases, les trois E, l'élimination qui est la ligne de surveillance, il y a l'équilibre et l'échappement. Donc, l'équilibre qui est assuré par des interrupteurs qui sont exprimés au niveau des cellules immunitaires, ce qu'on appelle les points de contrôle ou les checkpoints. Donc, c'est eux qui vont moduler l'intensité et la durée de la réponse immunitaire entre co-activateur et co-inhibiteur. Mais puisqu'il y a ce système immunitaire qui défend notre corps du cancer, pourquoi le cancer existe-t-il? En fait, la cellule tumorale, elle est machiavélique. Donc, ça a été déjà dit avant. Elle est très malicieuse. Donc, elle peut détourner le système du checkpoint à leur avantage. Et du fait de ces mutations, cette cellule tumorale, elle se met à exprimer de façon naturelle les ligands de récepteurs inhibiteurs. Donc, ces ligands qui sont le PD-L1, le programme Cell Death Planning, donc ce PD-L1 qui va se lier à la cellule immunitaire au niveau de son récepteur PD-1 et par conséquent, il va freiner la réaction immunitaire. Donc, il va permettre la progression tumorale. Donc, le traitement du cancer bronchique, il repose sur plusieurs armes thérapeutiques. Donc, la star, actuellement, c'est l'immunothérapie qui a fait le scoop dans ces dernières années. Donc, pour les stades localisés, c'est essentiellement la chirurgie, suivi soit de radiothérapie complémentaire ou de chimiothérapie adjuvante. Il y a aussi les thérapies ciblées, aussi nommées comme immunothérapie passive, donc c'est ces thérapies ciblées qui se dirigent directement vers la cellule tumorale. Et on a l'immunothérapie proprement dite qui agit au niveau des points de contrôle. Donc, en fait, le traitement de l'immunothérapie, il a été lancé, il a été décrit il y a très très longtemps. C'était par un chirurgien new-yorkais, c'était William Collet, donc j'ai trouvé pertinent de le dire parce qu'on ne peut pas parler d'immunothérapie et ne pas parler du chirurgien William Collet qui a remarqué qu'il y avait une régression tumorale chez des patients pour une infection à streptocoque. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à injecter les patients par des toxines bactériennes, il a remarqué, il a stimulé la réponse immunitaire et par conséquent, il y avait des régressions tumorales. C'était des patients qui avaient des sarcomes. Mais ces travaux ont été négligés devant l'avènement d'un autre traitement innovant qui était la radiothérapie en 1901 et puis l'apparition de la chimiothérapie en 1918. Par la suite, il y a eu le BCG qui a prouvé aussi son efficacité qui a été indiquée dans le traitement de la vessie. Et la première AMM qui a été donnée, c'était pour un anti-CTL4, c'était un anti-checkpoint pour les mélanomes malades. Et par la suite est venue une succession d'AMM dans plusieurs localisations. Donc, la stratégie d'immunothérapie, donc il y a trois stratégies d'immunothérapie. Donc, le but de l'immunothérapie, c'est de réactiver l'immunité antitumorale. Comment? Par la stimulation globale de l'immunité innée, ou bien par la vaccination contre l'antigène tumoral, ou bien, ce qui nous intéresse, nous, c'est l'inhibition des points de contrôle. Mais quel traitement il faut utiliser? Donc, on a parlé des points de contrôle qui sont le PD-1, le PD-L1 et le CTLA4. Donc, il y a plusieurs traitements qui sont proposés. J'ai commencé par la deuxième génération. Pourquoi? Parce que la voie PD-1, PD-L1, c'est la voie la plus utilisée par la cellule tumorale pour freiner la réaction immunitaire. Donc, voilà. Donc, cette voie, elle a deux cibles. Soit elle va masquer le récepteur au niveau de la cellule immunitaire, le PD-1, et c'est l'action des anti-PD-1, ou bien elle va masquer le récepteur, le ligand du récepteur inhibiteur qui se trouve au niveau de la cellule tumorale. Et par conséquent, va inhiber le lien entre la cellule tumorale et la cellule immunitaire et l'inactivation de la réaction tumorale, immunitaire plutôt. Donc, les différents follicules qui sont indiqués dans le cancer bronchique, donc comme anti-PD-1, c'est le nivolumab et le pembro. Et pour les PD-L1, il y a le durvalumab et l'atezolizumab. Il y a aussi l'avelumab, mais c'est-à-dire ceux qui ont la même, c'est les 4 premiers.
Pour les CTLA4 aussi, donc c'est le principe, c'est donc c'est bloquer le CTLA4 et par conséquent, on va bloquer l'anti-checkpoint et réactiver la réponse immunitaire. C'est le cas de l'ipilimumab. Donc voilà, c'est un tableau qui résume tous les anti-checkpoints qui sont utilisés dans le cancer bronchique. Donc il y a plusieurs facteurs qui influencent le choix thérapeutique. Il y a d'abord les facteurs qui sont liés à l'autre, qui est le patient, donc c'est l'âge, c'est les comorbidités, c'est l'état général, et aussi il y a les facteurs qui sont liés à l'histologie. Donc, est-ce qu'il s'agit d'un sarcome à petites cellules ou bien un non à petites cellules? Si c'est un non à petites cellules, est-ce que c'est un adénocarcinome ou bien est-ce que c'est un épidermoïde ou un non épidermoïde? Si dans le cas de non-épidermoïde, il y a des analyses complémentaires à faire, donc il faut rechercher le driver oncogénique, et par conséquent, on donne le traitement adéquat en fonction de la mutation oncogénique qui est présente. Donc, mais en absence d'addiction oncogénique, qu'est-ce qu'il faut donner? Il y a actuellement la demande d'immunothérapie. Mais quels sont les biomarqueurs qui nous indiquent qu'il faut donner une immunothérapie et que ce patient, qui sont prédictifs de la réponse à l'immunothérapie? Donc, je parlais de ceux du patient, mais ceux qui sont liés à la tumeur, donc il y a trois qui sont retenus. Il y a la charge mutationnelle, il y a l'inflammation, le statut immunologique du patient et le PDL1. Donc, les deux principaux biomarqueurs qui conditionnent l'utilisation de l'immunité, de l'immunothérapie, donc que vous connaissez, qui sont déjà connus depuis l'avènement de l'immunothérapie, c'est l'expression de PDL1 et en fonction du seuil de positif, on indique telle ou telle molécule. Et il y a la charge mutationnelle, donc avec un seuil qui a été posé à 10 mutations par mégabase. Mais actuellement, voilà, donc ça c'est un exemple par exemple pour le PDL1 en première ligne, il faut que pour le pembrolizumab, PDL1, il faut que ce soit supérieur ou égal à 50% en monothérapie, ou bien en association à la chimiothérapie en première ligne, supérieur à 1%, ou bien en deuxième ligne aussi supérieur ou égal à 1%. Donc ça c'est très important pour nous pour choisir la molécule adéquate pour le patient. Actuellement, il y a d'autres biomarqueurs qui ont été détectés. Donc, l'intégration de ces marqueurs clinico-biologiques aurait un avantage qui est très important du fait du coût qui est moindre. Donc, je parlerai du score de l'index pronostic immunitaire pulmonaire qui a été décrit par Madame Laura Mesquita, donc dernièrement en 2018, en fin 2018. C'est quoi ce score lipide? Donc en fait, le score lipide, c'est très facile à réaliser chez le patient. Donc il faut d'abord faire le rapport entre le taux de polynucléine neutrophile sur le taux de lymphocyte et voir s'il est supérieur ou égal à 3 ou bien inférieur à 3, et le taux de la lactase déshydrogénase, la LDH. Et en fonction de ça, on est devant soit un bon lipide, ou bien un intermédiaire, ou bien un mauvais. Donc, il y a une étude qui a été réalisée dans 8 centres européens qui a corrigé 466 patients. Donc, ces patients présentent un carcinome bronchique non épidermique traité par un anti-PD-1 ou bien un anti-PD-L1. Et là, on a remarqué, c'était la surprise, que les patients avec un bon lipide, c'est-à-dire un DLL1 inférieur ou égal à 3 et un LDH normal, avaient une survie meilleure. Que ce soit la survie globale ou bien la survie sans progression. Donc, les trois biomarqueurs qui sont retenus à l'heure actuelle, récemment, c'est l'expression de PDL1, il y a la mutation, la charge mutationnelle, et il y a le statut immunologique. Donc, on va rentrer dans les traitements de l'immunothérapie dans le cancer bronchique non multicellule, localement avancé et ou métastatique. Donc, la première fois, l'immunothérapie a été indiquée en deuxième ligne de traitement. Donc, il y a deux études, les deux principales études, c'est l'étude la Checkmate 017 et 057. Donc, ces deux études ont comparé, ont évalué le nivolumab en deuxième ligne thérapeutique versus le docetaxel qui est une chimiothérapie qui est le standard of care dans le carcinome bronchique en deuxième ligne. Donc, pour ces deux études, ils ont comparé ces deux molécules dans deux types histologiques différents. Le premier, c'était le carcinome épidermique et le deuxième, c'était dans l'adénocarcinome. Donc, pour la première, donc, elle a randomisé les patients, comme je vous ai dit, en deux bras. Un bras en second niveau et le deuxième, c'était le docetaxel avec un objectif principal qui était la survie globale.
Donc on a remarqué qu'il y avait l'objectif secondaire qui était atteint, malgré que ça paraît pas de différence, mais c'était statistiquement significatif en faveur de nivolumab en deuxième ligne. Et pour la survie globale, on a eu un gain de 3 mois en survie globale chez les patients sous nivolumab. La deuxième étude, c'est la CheckMate 057, c'était le même principe, donc près de 600 patients étaient corrigés, donc randomisés en deux bras, un bras à niveau et le deuxième de C4-7. Donc là aussi, par contre, il n'y avait pas de différence en survie sans progression. Donc c'était la même chose, mais la différence était en survie globale. Donc la survie globale, elle était meilleure dans le bras des patients qui recevaient l'immunothérapie par rapport à la chimie. Et quand on a fait l'analyse en fonction de l'expression de PD-L1, donc plus le PD-L1 est exprimé, plus la survie est meilleure. Donc en première ligne thérapeutique, donc il y avait plusieurs essais pour les trois molécules, le pembrolizumab, le latezo et le nivo, et l'ipilimumab aussi. Donc là, on a la synthèse des différentes études. Donc il y a les deux premières, la Keynote 024 et la 42. Ces deux études, ils ont comparé l'immuno seul, pembro seul, versus un doublé de chimiothérapie à base de cisplatin, en fonction du statut PD-L1. Donc la première, c'était pour les patients avec un PD-L1 supérieur à 50%, et la deuxième pour les patients avec un PD-L1 supérieur ou égal à 1%. Mais la troisième étude, la Keynote 189, celle-là a évalué l'association de l'immunothérapie à la chimiothérapie versus la chimiothérapie. Donc pour la première étude, la Keynote 024, donc les patients, il y avait sur les près de 2000 patients, 500 patients avaient un PD-L1 supérieur à 50%. Ces patients étaient randomisés en deux bras. Donc un bras recevant, comme je vous ai dit, une seule, le deuxième chimiothérapie. Donc là, le bénéfice est très très clair, il est en faveur de l'immunothérapie seule chez les patients avec un PD-L1 supérieur à 50%. Et quand vous voyez là les courbes, vous allez voir ça aussi dans les autres courbes. Donc les deux courbes là, elles sont superposées et à partir de quelques mois, elles commencent à se séparer. Donc ça, c'est les résultats actualisés qui ont été présentés cette année de la Keynote 024. Donc il y avait une survie médiane qui était presque le double dans le bras immunothérapie versus chimie, avec des taux de réponse qui étaient très très importants. Pour la 042 aussi, c'est le combo seul versus une double de chimiothérapie. Là, c'est chez les patients avec un PD-L1 supérieur à 1%. Donc les résultats étaient en faveur de l'immunothérapie aussi. Donc c'est une étude qui a été considérée comme positive, malgré qu'on voit ici que les deux courbes se croisent et puis commencent à se séparer. Ceci c'est dû à la réponse tardive de l'immunothérapie. Donc l'immunothérapie a une réponse qui est lente, mais qui est durable. Là, on a c'est l'étude qui a permis à l'association de l'immuno à la chimiothérapie en première ligne métastatique. Donc, les patients ont reçu l'immunothérapie avec un schéma de chimiothérapie standard, qui est le pénétrexacistatine, versus la chimiothérapie. Et là, le crossover était permis. En cas de progression, les patients étaient mis sur l'immunothérapie. Et là aussi, il y avait un bénéfice qui était très très clair en faveur de l'immunothérapie. Et ceci, c'est quel que soit le statut de PD-L1. Pour la deuxième molécule, c'est la latezo-lutuzumab en première ligne. Là, la molécule, ce qui est intéressant, je vous ai apporté une seule étude pour cette molécule. Ce qui est intéressant, c'est que dans cette étude, on a évalué l'association de l'immuno à la chimio à un anti-angiogénique. Donc, c'était une quadrithérapie. Une immunothérapie, un doublé de chimiothérapie, plus l'anti-angiogénique, qui ont été comparés à l'anti-angiogénique plus chimio versus immuno plus chimio. Et là, les résultats ont été en faveur de la quadrithérapie. Donc, quand on a évalué le bevacizumab, qui est l'anti-angiogénique associé à la chimiothérapie, versus l'immunochimio, c'était comparable. Et quand on a comparé la quadrithérapie à la trithérapie, c'était nettement meilleur. Et ceci, quel que soit le sous-groupe, même dans les sous-groupes où il y avait les drivers oncogéniques qui étaient positifs.
Quant à la survie sans progression, donc pour la trithérapie aussi c'est la même chose, mais la survie globale elle était nettement meilleure avec un gain de près de 4 mois. Qu'en est-il de la combinaison de l'immunothérapie? Donc on a essayé de combiner un anti-CTLA4 à un anti-PD-1 pour bloquer les deux checkpoints. Et là, c'était l'association de niveau plus IP, c'était la check 1227. Donc là, on a comparé l'association immuno versus immunosol, versus niveau sol, versus chimiothérapie. Et les résultats, là, c'était en faveur de l'immunothérapie, indépendamment du statut PD-1, mais avec une charge mutationnelle qui était supérieure ou égale à 10. Voilà, donc là les résultats. Donc quand on a pour le PD-L1 inférieur à 1% avec une charge mutationnelle qui était élevée, donc là, les résultats étaient en faveur de l'IPI plus nivolumab. Mais pour la charge mutationnelle qui était basse, donc il n'y avait pas de différence dans les trois rangs. Qu'en est-il de... Donc là, j'ai parlé des stades vraiment avancés et métastatiques. Pour les stades vraiment avancés qui ne sont pas métastatiques, normalement, le standard, c'est la chimiothérapie associée à la radiothérapie. Donc, on a essayé d'évaluer l'immunothérapie pour ces stades. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a donné une immunothérapie de durvalumab en consolidation après radiochimiothérapie concomitante chez des patients avec un stade 3. Donc, le durvalumab a été donné pendant une année et les résultats étaient en faveur de l'immunothérapie. Et quand on a actualisé les résultats, c'était toujours en faveur de l'immunothérapie. Et ce papier qui a été publié en 2018, donc le durvalumab en consolidation après radiochimiothérapie concomitante est un nouveau standard dans les stades 3 non résécables. Donc là, c'est l'actualisation des résultats. Donc toujours médecin du bénéfice en faveur de durvalumab, que ce soit en survie sans progression ou bien tant jusqu'au décès ou jusqu'aux progressions, mais aucun effet secondaire supplémentaire n'a été apparu avec le durvalumab. Donc ça, c'était la conclusion de cette étude pacifique. C'est une étude qui a fait le scoop en 2017. Elle est venue après cette étude, l'étude de Nicolas, qui a renforcé les résultats de l'étude précédente. C'est qu'on parle, si on donne l'immunothérapie après radiochimiothérapie concomitante, ça pourrait améliorer la survie des patients. En néoadjuvant, donc, on a donné l'immunothérapie à trois principales études. Donc là, on a donné de l'immunothérapie chez des patients qui étaient d'emblée résécables, ils étaient opérables. Mais le principe, l'objectif, c'était la réponse histologique. Effectivement, dans la première étude, l'étude NADI, donc chez des patients après 2 injections de nivolumab, quand on a fait après chirurgie, il y a eu 83% de réponse histologique avec un taux de survie sans progression à 18 mois qui était de 81%, c'est des résultats très encourageants. Et même la troisième étude, les résultats étaient très encourageants, donc 89% de survie sans rechute. Pour l'évaluation, donc j'ai trouvé pertinent de parler d'évaluation d'immunothérapie. Pourquoi? Parce qu'elle est différente de celle de la chimiothérapie. Donc pour la chimiothérapie, quand on donne une chimiothérapie à un patient, on évalue radiologiquement. Donc s'il y a une progression de la tumeur, là on y a apparition de nouvelles lésions, ce qui est en bleu. Donc là il faut changer de traitement. Mais l'évolution de l'immunothérapie, elle est différente de celle de la chimiothérapie. Pourquoi? Parce que en immunothérapie, quand on donne, donc ça c'est-à-dire au début, on donne le traitement. À la première évaluation, il y a une progression qui est importante. À la deuxième évaluation, il y a une régression importante de la tumeur. Là aussi, donc, il y a apparition de nouvelles lésions, ce qui est en bleu. Et à la deuxième évaluation, il y a une régression des lésions. Donc, est-ce qu'il faut garder les mêmes critères d'évaluation appelés RECIST ou bien il faut les changer avec l'immunothérapie. Donc cette progression, elle est due à un afflux de cellules immunitaires. Donc il y a un afflux de cellules immunitaires qui va entraîner cette progression tumorale et par la suite il y aura la réponse. Donc radiologiquement, là je vous ai donné cet exemple parce que 5 à 7% de patients, il faut une pseudo-progression sous immunothérapie. Donc par exemple là, on a une lésion hépatique, on a donné le traitement, après évaluation cette semaine, il y a une progression de la lésion. Donc si on était devant une chimiothérapie, pour nous ça c'est une progression, avec apparition d'un autre module. Mais quand on a ajouté de l'immunothérapie, 15 semaines après, il y a une régression des lésions. Donc ça c'est une pseudo-progression, il ne faut pas changer de traitement.
Là aussi, c'est la même chose. Mais l'hyperprogression, c'est différent. L'hyperprogression, généralement, c'est une flambée. C'est très très important. C'est pas comme la pseudo-progression. Par exemple, là, on a quelques nodules hépatiques. Après une injection, 8 semaines après l'évaluation, il y a un foie qui est traité de métastase. Donc, c'est pour ça qu'il a fallu d'autres recommandations pour l'évaluation de l'immunothérapie qui sont appelées IRL6. Donc, cette évaluation donc, est basée sur le. Donc, quand il y a une progression, il ne faut pas se précipiter et changer de traitement. Il faut confirmer la progression 8 semaines, 4 à 8 semaines après. Donc, je voulais terminer par les recommandations, les guidelines NCC américains qui sont proposés pour 2020. Donc, comme vous voyez, en première ligne métastatique, le PD-L1 inférieur ou supérieur ou égal à 1%, l'immunothérapie vient en tête de liste, quel que soit le type histologique. Donc, pour les adénocarcinomes et les cellules, les carcinomes à grandes cellules, l'immunothérapie, là aussi, elle vient en tête de liste, avec pembrolizumab associé à un doublé de cytoplatie et l'atezolizumab associé à la caroplastie, un antigénique et le paclitaxel. Pour les épidermoïdes aussi, l'immunothérapie, elle est en catégorie 1, donc dans les indications. Et pour les recommandations européennes 2019, c'est pratiquement la même chose. Mais il faut toujours prendre en considération le statut PD-L1 et la charge mutationnelle, bien sûr. Et je vous remercie.